Tu m'entends? Ah, salut. Salut, ça fonctionne? Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Bon. Alors, on attend que Rabbi Iman va arriver, Valérie, et je vous montre le PowerPoint. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Ça se passe très bien. Oui, bah, je pense, hein, j'ai pas peur. Alors, T'as pu avoir toutes les photos que je t'ai envoyées? ouais, ouais. Alors, est-ce que j'ai mis tout? Bon, j'ai ajouté encore des photos et il faut voir s'il y a un sens par rapport Valérie, par rapport au rabbin, par rapport à ton discours, par rapport à l'ordre aussi. Ah, est-ce que c'est le rabbin qui a fait? C'est Rabat Ayman. Alors? Je trouve aussi. Attends, je vais éteindre le micro. Ça dit bonjour, c'est bon? Voilà.
Normalement, c'est bon. OK. OK. Moi, je suis dessus. Bon, c'était coupé un moment, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Alors, juste un instant, je vais préparer la présentation. Et ça. Bonjour. Bonjour. Ingrid. Salut. Bonjour tout le monde. Alors ça, on n'a pas besoin. Alors, Valérie, est-ce qu'elle est là déjà? Valérie. Non. Ils m'entendent? Non. Ils m'entendent? Nicolas et Claude, je vous montre quand même les... Ah, Valérie il vient d'arriver. Voilà. Bonjour Valérie. Bonjour. On m'entend? Oui. Ok. Alors, je vous montre vite fait les diapos, les présentations. Parfait. D'accord. Voilà, je passe vite fait. Et s'il faut changer quelque chose, il faut me dire. Je ne sais pas, Valérie, si tu veux mettre le texte ou pas. Si les gens ont envie de le lire, Je n'ai pas mis tous les textes, j'ai mis juste les premiers. bien sûr. Et là, par rapport au rabbin. Voilà. Est-ce que vous voulez changer quelque chose? Non, c'est très bien. Oui? Nicolas? Bien. Non, non, moi ça me va. D'accord, ok, parfait. Voilà, il y a des bruits un peu partout. Je vais éteindre quelques micros. Je ne sais pas chez qui c'est le bruit. Voilà. Ça va? C'est bon. Michel, comment ça va? Merci. Ça va? Ça va, merci. Et toi? Tout va bien, merci. Alors, tu vas nous joindre aussi plus tard à la discussion? Ben, on va voir, oui. Naturellement, non? Je suis là. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Bonjour tout le monde. Salut Claude. Bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise. Ingrid, tu es au cimetière? Non, je suis dans mon jardin. Ah, d'accord. On pensais que tu voulais nous faire un passage à Marmoutier dans le cimetière. Non, on y était mardi dernier. D'accord. Mm. Bon, on va attendre encore quelques minutes. Salut Amiroté. Salut Michel. Ça va? Et Michel. Ça va Luxembourg? Bonjour tout le monde.
nous n'avons pas de son. Qui m'a écrit Goldman? Goldman. Alors, pourtant, ah voilà. Est-ce que vous m'entendez tout le monde? Oui, oui, on bonjour. t'entend. Bonjour, Gabon, le Gabon. Alors, on n'attend pas, non? Bonjour Laurent. Salut, salut Michel. Bonjour. Salut Laurent. Salut Yoav. Tout le monde va bien? Ça va, merci. Ah, le rabbin Iman, bonjour. Oui, bonjour. Ah ben bonjour. Ça fait tout le plaisir monde. de te revoir. Le grand rabbin, pardon. Ah, salut Alain. Bonjour, comment ça va? Ça va? Voilà. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Kahn. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Michel. Salut. Ah, salut Thierry. Bonjour, salut Yoav, bonjour à tous. Salut Thierry. Je ne sais pas qui me parle, mais. Tout le monde, Bonjour, tout le salut. monde. Ah, Tout le bonjour. monde te parle. Tout le Merci. monde. Voilà. Alors, je vois que notre émission continue à passer le globe. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Yoav, bonjour. On est à combien? On est à 600 ou à 700? 44. Pour l'instant, oui. 44. C'est pas Et par 644. rapport à dire 1000 en arrivant au port. Voilà, peut-être je profite le moment pour encore une fois vous informer que lundi, mercredi et vendredi, on va continuer l'émission de patrimoine. Voilà. Alors, on ne va pas arrêter, même s'il y a quelques régions qui retournent à la normale, on peut dire. Et voilà. Est-ce que tu as le programme déjà de la semaine prochaine, des émissions de la semaine prochaine? Alors, lundi, on va travailler sur la synagogue de Roufac. Roufac? Roufac. Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît la synagogue, mais c'est une magnifique histoire. Je n'ai pas bien compris le nom. D'où? Roufac. Ah, Roufac. On ne parle pas de l'asile. Hein. Ils n'ont pas construit autour? Il existe encore? Il y a une partie. L'histoire existe toujours, non? Oui. Moi, je connais les deux. Ah, Voilà. Il y a quelqu'un qui nous joue la guitare? ouais. Bon, je pense qu'on peut commencer. Il est 14h03. Voilà, on va commencer. Alors, je vais éteindre le micro de tout le monde. Alors, c'était où ça? Bon, on va commencer. Si vous pouvez éteindre votre micro. Très bien. Alors, aujourd'hui, on est avec Valérie Siboni, avec le rabbin Claude Ayman et avec Nicolas Logel. Et on va parler particulièrement par rapport aujourd'hui, le 8 mai, à la fin de la guerre. Et Valérie, comme tu as proposé le sujet, c'est le retour de la communauté, c'est ça? Exactement. Donc, comme on avait vu lorsque j'ai participé à la précédente émission, les Juifs sont restés loin de l'Alsace jusqu'à sa libération. Contrairement aux autres Alsaciens ou Strasbourgeois qui ont été évacués et qui ont pu rentrer plus tôt, les Juifs sont rentrés beaucoup plus tard. Et ils sont rentrés dans une région qui venait de quitter le Reich. Donc, ce n'était pas une région française, c'était une région libérée d'Allemagne. D'ailleurs, ça a fait polémique pendant un petit moment d'ailleurs. Donc, les conditions de leur retour ont été difficiles souvent. Bien sûr, c'est des histoires personnelles, il y a peu de généralité dans un premier temps. Ils ont retrouvé une ville qu'ils connaissaient
beaucoup. Pour beaucoup d'enfants, d'ailleurs, ils l'ont découverte. Hein, les gens qui sont partis très jeunes, les enfants qui sont nés dans le sud de la France. Et bien sûr, le plus difficile a été le retour matériel, les conditions de retour, retrouver son appartement, retrouver son mode de vie, retrouver son gagne-pain. Et je sais que donc, Nicolas a travaillé sur une partie dans l'Alsace du Nord, et je sais que Monsieur le grand rabbin Heinemann a travaillé sur la remise en fonction des institutions communautaires qui se portaient sur les épaules des deux rabbins, rabbin Deutsch et rabbin Warszawski essentiellement. Alors, je pense qu'on va commencer avec toi, Nicolas. Ouais. Et vous me dites si vous voulez que je présente les photos. Est-ce qu'on commence tout de suite? Les photos qu'il a présentées, c'est essentiellement celles de l'imprimerie Lévy et du cinéma Palace à Haguenau. Alors, on va sauter directement à ça. C'est bien par... C'est ça, ouais. C'est bien ça. D'accord. C'est bon. Hop. Voilà. C'est à toi, Nicolas. D'accord. Donc, comme vient de le dire Valérie, les populations juives, quand elles sont retournées en Alsace, elles ont été confrontées justement à tout ce qui était de la question de retrouver leurs biens. Et ça a été un des points essentiels dans les premiers temps de la reconstruction. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu parler de l'idéologie qu'il y avait derrière ces spoliations, mais aussi de la mise en œuvre. La spoliation, en fait, c'est un vol légal. Elle résulte surtout du fait du processus d'arianisation, c'est-à-dire passer les biens de main juive à main aryenne. Et donc, ces spoliations touchent principalement, touchent les juifs principalement. C'est une catégorie déjà définie par l'Allemagne. Et les spoliations ont été tout de suite très vite mises en œuvre par le Reich. Donc, dès son arrivée au pouvoir en Alsace, Wagner, il a commencé à chasser ses ennemis politiques et à s'approprier leurs biens. Donc, le 13 juillet 40, il y a une ordonnance qui confisque purement et simplement les biens considérés comme ennemis du peuple et du Reich allemand. En faisaient partie les biens juifs, et il y avait d'autres catégories, mais je ne vais pas les relever puisque aujourd'hui c'est c'est uniquement les biens juifs qui nous intéressent. Donc cette ordonnance est importante puisqu'elle donne un cadre légal à ces spoliations, mais elle témoigne aussi, comme je vous ai dit, du fait de vouloir germaniser au plus vite l'Alsace. L'arianisation économique et territoriale ont été les moyens privilégiés pour assurer la germanisation de la société, mais aussi pour asseoir l'emprise économique du régime. Bien évidemment, la spoliation, elle va de pair avec l'expulsion des personnes jugées comme indésirables. Alors, même si les Juifs sont presque tous partis durant les évacuations de 1939 et pour les derniers en printemps 40, les derniers sont expulsés par ordonnance du 16 juillet 40. Une fois que l'Alsace était Judenrein, c'est-à-dire libérée des Juifs, les spoliations avaient donc pour but d'effacer les traces de la présence juive alsacienne, l'arianisation économique, et ce malgré le fait que la majorité des Juifs avaient quitté l'Alsace avant l'arrivée des troupes allemandes, a joué un rôle essentiel dans le processus d'exclusion sociale des populations juives et devait aussi s'assurer de la disparition économique des Juifs d'Alsace. Donc, suite à cette ordonnance, toutes les localités vont s'organiser à leur échelle. Donc, l'administration allemande de la ville de Haguenau va organiser de concert avec le Landkommissar et l'administrateur des biens ennemis du peuple et du Reich allemand, la mise sous séquestre des biens juifs. Donc, dans une note qu'on retrouve aux archives départementales de Haguenau, il est écrit que toutes les habitations juives doivent être vidées, le linge, les vêtements, la vaisselle utilisable doit être remis à la NSV, au NSV, donc c'est le secours populaire du Parti national socialiste, et une partie des meubles doivent être placés dans l'ancienne synagogue qui aura avant été vidée de tous les objets du culte ainsi que des bancs. L'autre partie des meubles et objets d'ameublement précieux ainsi que les œuvres d'art sont stockés dans le magasin au houblon
5 rue du Grenier qui appartenait à Léon Mort, ou Moc. Enfin, un inventaire détaillé de tout ce qui se trouvait dans les appartements devait être établi justement par ces personnes qui étaient chargées de vider. Donc, la ville, dans toute cette histoire, elle devait fournir les travailleurs nécessaires au transport des objets, ceux qui étaient chargés de vider la synagogue et ceux chargés d'aménager le magasin de houblon en différentes unités pour accueillir les biens qui avaient été spoliés. Et les appartements dont les propriétaires étaient juifs, mais dont les locataires étaient occupés encore, si je veux dire, ces logements, ont aussi été vidés. Dans un premier temps, il a fallu aux Allemands réparer les habitations juives, mais comme la plupart d'entre elles étaient inoccupées du fait des évacuations, ça a été fait assez rapidement, d'autant plus qu'ils ont sûrement dû avoir l'aide de la population locale présente sur place. Les commerces, quant à eux, ils avaient été fermés par les propriétaires, donc soit lors des évacuations de 1939, soit au départ de printemps 40. Ces magasins étaient au nombre de 122, enfin 122 qui ont été considérés par les Allemands comme juifs. Et donc, une fois que le recensement de tous ces biens immeubles, de toutes les personnes effectuées, leurs biens ont été saisis. Alors, premièrement, une des choses qui a été faite immédiatement, ça a été de réquisitionner ces biens pour les mettre au profit des différentes administrations allemandes. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, au 1A rue des Sœurs à Haguenau, il se trouvait l'administration locale du district. La Gestapo avait son siège au 31 rue de l'Aqueduc. Le NSV 9 rue du Sel, le service du travail du Reich, donc le RAD 5 rue du Presbytère, les jeunesses hitlériennes et la Ligue des jeunes filles allemandes, donc le BDM, avaient leur siège au 10 marché au Grain. Les bâtiments ont aussi été réquisitionnés pour loger des officiers ou des soldats de la Wehrmacht. Et souvent, ça a été, avant justement qu'il y ait des inventaires qui a été dressés, les soldats qui sont passés dans ces maisons en ont profité pour prendre quelques souvenirs, entre guillemets, pour leur propre compte, en fin de compte. Ensuite, il fallait, les Allemands avaient mis en place un système d'administration provisoire des entreprises, c'est-à-dire que des personnes étaient nominées en général pour administrer provisoirement une entreprise. En général, ce qui se passait, c'est que c'était les anciens employés du magasin en question qui étaient nommés administrateurs provisoires. Durant cette administration provisoire, ils devaient gérer le magasin. Si, par exemple, les biens avaient été évacués par les propriétaires, ils ont été chargés de les ramener de nouveau à Haguenau. Et bien sûr, ils touchaient un salaire pour ça, mais tout le produit de leur administration provisoire était versé au séquestre allemand. En général, quand ça se passait plutôt bien, l'administrateur provisoire faisait une demande d'acheter le bien, puis le séquestre allemand le lui cédait. Par contre, quand l'administration allemande estimait que la gestion n'était pas bonne, il remplaçait l'administrateur provisoire par un autre jusqu'à trouver celui qui convenait. Et dans le dernier des cas, il plaçait un Allemand, parce que ça a été dans les documents, on voit très bien qu'ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils voulaient que ce soit des Alsaciens qui occupent justement ces postes d'administrateurs provisoires, puis de propriétaires. Il y a beaucoup de gens qui ont été nommés par l'administration allemande, mais il y en a aussi beaucoup qui ont fait des demandes. J'ai dans les archives une personne qui est allée voir l'administration allemande et a demandé de réserver un commerce juif, un local juif, donc pour pouvoir ensuite y installer ou reprendre une entreprise. Il y a justement dans ces candidatures, en quelque sorte, la plupart des personnes évoquent qu'ils ont servi l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, que pour certains d'entre eux, ils sont membres du parti ou d'associations affiliées à ce parti, pourra faire en sorte justement d'acquérir le bien. Et c'est des fois une sorte de... Il y a quelquefois une compétition entre ces administrateurs provisoires, puisque les biens qui étaient les plus convoités, donc c'est ceux qui fonctionnaient le plus, logiquement, il y a beaucoup de personnes qui se sont
porté volontaire pour acquérir ces biens. D'un autre côté, il y avait les habitations. Donc, elles étaient vidées justement par un groupe de personnes. Il y a des personnes qui ont vidé plusieurs appartements et bien sûr, ils étaient rémunérés par le séquestre allemand. Donc, ça consistait essentiellement à faire l'inventaire des biens, puis ensuite à les déplacer dans les lieux de stockage qu'on a évoqués avant. Ou sinon, certaines fois, ils étaient vendus aux enchères directement de l'appartement. Donc, les ventes aux enchères, c'est aussi quelque chose de très caractéristique de la spoliation, puisque c'était souvent vendu à prix très bas. Et ça, pour une raison principale, c'était pour donner un côté social à ces spoliations. Alors, d'un autre côté, il y avait la NSV qui prenait des biens pour les distribuer aux sinistrés. Oui, tu as raison. Mais d'un autre côté, il les vendait très peu cher pour donner un aspect social et aussi pour s'attirer un peu la sympathie justement des populations locales. Après, les détails de vente, c'est assez difficile à bien les connaître puisque comme les personnes n'étaient pas sur place… Tu veux aller vers le bois ? Pardon ? Continue. Donc, ouais, les modalités de vente et de spoliation en général sont assez quand même compliquées à définir parce que les personnes n'étaient pas sur place et ceux justement qui ont spolié après-guerre en général n'en ont pas vraiment parlé. Donc les conditions de vente, c'est assez compliqué. Donc on peut en déduire que c'était dans les appartements ou justement à la synagogue ou peut-être même sur la place publique. Mais en tout cas, on a les factures et les factures montrent vraiment que c'était vraiment… c'était bradé, les prix étaient vraiment dérisoires. Il y a des personnes qui ont profité des fois pour refaire totalement leur salon parce qu'il y avait des belles demeures et du coup il y avait énormément d'objets de valeur et ils ont acheté un mobilier qui devait valoir une fortune pour une bouchée de pain et il y a des gens souvent qui reviennent aussi dans ces ventes, plusieurs personnes qui ont profité justement de les Juifs étaient partis pour spolier leurs biens. Et bien sûr, ça a aussi permis au régime de s'enrichir parce qu'ils encaissaient cet argent, mais le produit aussi des gestions ainsi que l'achat de l'entreprise allait directement dans les caisses du séquestre. Et pour certaines entreprises, ils ont même confisqué les actions. Enfin, certaines entreprises, je parle surtout pour la communauté qui avait un compte, et ben, ils ont transféré l'argent qui avait ce compte à une banque allemande à Strasbourg. Donc, enfin, j'aimerais finir sur… une question assez sensible, c'est le degré de participation des populations locales à ces spoliations. Les Allemands ont impliqué la population locale à toutes les échelles du processus. Il y en a d'autres qui l'ont fait volontairement, comme on l'a vu avec ceux qui demandaient clairement à avoir un bien ou une entreprise. Bien sûr, alors, tous les gens qui ont spolié n'étaient pas forcément des antisémites féroces ou n'adhéraient pas forcément aux idées du régime, mais ils ont fait partie du système, c'est-à-dire de ce système fait de rouage, parce que le système nazi, dans l'ensemble, c'est un système qui est fait de rouage, plein de petites personnes qui jouent leur rôle, et ces populations ont joué le leur. Et donc, c'est quand même assez compliqué aujourd'hui, cette question de la population, de la participation locale, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas participé, puisqu'elles ont vidé la synagogue, elles ont vidé les appartements juifs, elles ont administrer les biens juifs et redonner le fruit de la gestion au séquestre allemand. Donc, elles ont quand même été là pendant tout le processus et ça a été aussi une spoliation des voisins. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que contrairement au reste de la France, les meubles pour les 3/4, n'ont pas été envoyés en Allemagne. C'est vraiment resté très régional et ça, c'est un aspect qui est assez particulier à l'Alsace. Ça a vraiment été une spoliation des voisins. Et ça, on l'a démontré de toute façon, puisque c'était l'employé qui reprenait l'entreprise ou le voisin qui allait se servir dans le stock de son voisin, justement. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une caractéristique très importante de la spoliation en Alsace. Et malheureusement, c'est vrai que si les populations avaient dit non, ça aurait pu être perçu, je pense, comme de la résistance, mais le fait de n'avoir rien dit ou d'avoir même contribué à ces spoliations peut malheureusement être considéré comme peut-être une forme de collaboration.
puisqu'il ne faut pas oublier que la spoliation, c'est une étape de la Shoah, puisque c'était vider les commerces juifs de leurs propriétaires, effacer leur présence en Alsace sur le sol, puisqu'elle était Judenrein, et aussi économiquement. Et donc, c'est une étape importante de la Shoah. Et donc, les Juifs, quand ils sont revenus, ont eu énormément de mal à retrouver leurs biens. Il y a eu de longues procédures et la plupart des gens qui avaient spolié ont eu, pour certains, des procès. Il y en a qui ont été jugés d'intelligence avec l'ennemi, mais n'ont jamais n'ont jamais été finalement sanctionnés. Ils ont toujours été graciés. Et donc, voilà. Par rapport aux photos, Nicolas, tu veux que je Oui. passe? Tu veux... Alors, ouais. Donc ça, c'est l'imprimerie Lévy. Je pense que c'est dans les années 1910. Le propriétaire est parti, donc c'était Henri Lévy. Il est parti en juin 40 par ses propres moyens, se réfugier dans le sud. Et cette entreprise a été mise sous séquestre avec une autre entreprise plus petite, qui était l'imprimerie Cannes. Et donc, ils ont regroupé les deux imprimeries pour les mettre dans un seul et même local pour les faire fonctionner. Après, je ne sais pas du tout pourquoi elles ont fonctionné, comment elles ont fonctionné, mais elles ont été comme les autres, mises sous séquestre par je ne sais plus si c'était un employé, mais la personne en question a administré puis a acheté l'imprimerie et je pense qu'elle l'a utilisé jusqu'à la fin de la guerre. Et pour le cinéma Palace qui avait juste avant, il me semble, la personne en question était employée du cinéma. Elle a eu beaucoup de mal à avoir le droit d'acheter le cinéma, puisque le séquestre allemand estimait que les salles n'étaient pas assez grandes, que les bobines n'étaient pas conservées d'une manière assez, comment dire... Pardon? Professionnel. Non, enfin, c'était pas en sécurité, si vous voulez, les bobines étaient mal conservées. Du coup, la personne a dû investir beaucoup d'argent dans le cinéma. Il l'a ouvert pendant 1 an. Et ensuite, quand les propriétaires sont revenus, enfin, le propriétaire en question est décédé, mais sa femme est revenue. Et du coup, la personne qui avait spolié en a profité pour demander de l'argent à l'OBIP, celle qui s'occupait d'indemniser les victimes et les spoliateurs, parce qu'il avait dit que le séquestre allemand l'avait forcé à investir beaucoup d'argent. Donc lui, en fait, il en a un peu profité il a rendu le cinéma, bien sûr, mais il en a profité pour regagner l'argent qu'il avait investi, en fin de compte, après-guerre. Et c'est cette personne qui a été jugée, justement, intelligence avec l'ennemi, parce que dans le cinéma, il y a des films pour la Wehrmacht qui ont été projetés, dont le film Le Péril juif ou le Juif éternel, donc le film de propagande antisémite. Et donc, lui a été jugé, mais il n'a rien eu, enfin, comme tout le monde, quoi. D'accord. Je passe peut-être les autres photos. Les autres photos, c'est aussi l'imprimerie Lévy. On voit il y a le propriétaire, donc Henri, avec ça, c'est l'imprimerie d'un autre côté. Et l'autre photo, c'est donc là, c'est le monsieur avec à droite de la photo, c'est Henri Lévy, le propriétaire, et à gauche, donc c'est un employé. Est-ce que les Juifs ont eu accès aux documents en revenant? Oui. En fait, ça a été donc déjà, c'était savoir comment il fallait faire les demandes. Donc le bulletin de nos communautés renseignait justement les communautés en disant qu'il fallait faire des demandes à l'OBIP. Donc ils faisaient des demandes à l'OBIP. Certains même savaient déjà ce qui s'était passé, donc ils étaient encore dans le lieu de repli et envoyaient des lettres pour savoir l'état de leurs biens, ce qui en était. Et donc ils n'ont pas eu accès à je pense, toutes les infos, parce que moi, j'ai consulté les dossiers que les personnes spoliées avaient en main, donc les dossiers de l'OBIP aux archives départementales. Et donc, il y a une partie des archives qui ont été conservées, mais dans l'ensemble, oui, ils avaient accès, par exemple, au compte, à ce qui a été spolié et la personne qui était chargée de l'administration provisoire du magasin ou les personnes qui ont acheté des objets, parce que ça leur a permis aussi de récupérer. Alors, il y a des gens qui se sont déclarés eux-mêmes, qui ont rendu des objets spoliés ou quoi que ce soit, et après qui ont été indemnisés. Mais il y en a d'autres, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas déclarés, puisque je sais qu'après-guerre, il y avait le président Strauss de la communauté qui allait rendre visite à quelqu'un, et dans son jardin, il y avait
des piliers qui étaient dans la synagogue avec des inscriptions dessus et elles avaient été effacées et ils étaient dans son jardin. Donc cette personne, visiblement, ne s'était pas déclarée. Mais oui, ils avaient accès au dossier. Les Judaïka. Prochaine photo. Alors ça, c'est bien plus tard. Du coup, c'est la réinauguration officielle de la synagogue en 59. La synagogue de Haguenau, elle a été restaurée, on va dire, assez rapidement. Le premier office a eu lieu en automne 46, pardon. Et elle commençait à fonctionner régulièrement à partir de 47. Mais ça, du coup, c'est en 22 mars, je crois, 59, réinauguration officielle avec le président Strauss qui fait un discours. D'accord. Et ça, je pense que c'est... Voilà. Il n'y a plus de photos, non? Non, c'est les seules photos parce qu'il n'y a pas beaucoup de dossiers qui contiennent des photos. C'est assez rare. D'accord. Et peut-être on fait un petit pause pour questions à Nicolas. Oui, Martin. Bonjour. Oui, je voudrais savoir si les Judaïka, les Ménorot, les Hanoukiot, les Pamotim qu'on trouve dans les différents musées en Alsace, ça date de cette époque ou c'est des choses qu'on a données au musée? Parce que je rencontre des familles alsaciennes en Israël. Oui. Ils m'ont dit, lors d'un voyage en Alsace, avec leur famille israélienne, ils ont vu des Tashmichek Toucha, des Judaïka, qui étaient de leur maison. C'est possible? Oui, c'est possible. Par exemple, je sais que beaucoup de livres d'Hébraïka ou de Judaïka ont été sauvés par le conservateur du musée à Haguenau. Donc, elle est dans la synagogue, a pris ce qui lui semblait être important. Donc, ils ont pu être sauvés. Mais c'est possible, oui, qu'il y ait des choses comme ça qui soient dans les musées parce que déjà, il y a beaucoup de communautés qui avaient évacué des séphorim ou des choses comme ça pendant l'évacuation. Et à la fin, quand ils sont revenus, comme il y a beaucoup de communautés rurales notamment qui ont disparu, il y a des choses qui ont été transportées pour des communautés qui en avaient besoin. Ça peut être des livres de Torah et d'autres objets liés au culte et d'autres qui ont été gardés. Et donc, c'est possible qu'aujourd'hui, ça figure dans des musées ou même des objets plus personnels. Alors, je me permets juste, pour compléter, de raconter rapidement la petite histoire d'un Sefer Torah de Schirmeck, qui était traditionnellement, on va dire, dans un endroit retiré de la synagogue, mais que tous les enfants s'amusaient à aller chercher. Et les petits-enfants juifs avaient une fois montré cette cache à un petit camarade chrétien qui s'est caché pendant toute la guerre pour éviter le STO. Et donc, un jour qu'il a pu rentrer subrepticement dans la synagogue alors que les soldats allemands étaient sous, il a récupéré ce Sefer Torah et je suppose un peu de nourriture. Et après-guerre, lorsque les forces alliées sont venues libérer la vallée, il a rencontré par hasard l'aumônier juif qui les accompagnait, d'Afrique du Nord, qui est devenu plus tard enseignant, M. Rouard, je crois, à qui il a remis ce Sefer Torah. Et ce M. Rouard l'a gardé avec lui tant qu'il était à Paris, après leur son alia. Et ce Sefer Torah a été remis au Bnei Brit, qui était en vacances l'année dernière, donc au Bnei Brit de Strasbourg, pour retourner à la synagogue de Schirmeck. Oui, alors, j'ai deux exemples. Sur le musée de Buxwiller, puisque je m'occupe un peu des objets. On a reçu une collection de tasses qui avait été donnée à un boulanger qui avait mis des pièces d'or dans des pains par la famille juive qui s'en allait. Elle n'est pas revenue et donc le boulanger nous a ramené ces superbes tasses avec une image de Napoléon au musée, donc elle est chez nous. Et également une famille l'année dernière, grâce à Raoul Meyer, famille Strasbourg, je ne sais plus le nom en tête, nous a remis la lampe de la synagogue de Lauterbourg, une immense lampe un peu ressemblant à une lampe à huile, une grosse lampe à pétrole d'ailleurs, en fait, effectivement, et donc qui est maintenant dans l'entrée du musée. Et elle l'avait acquise dans les années 60 sur un marché aux puces, et elle a trouvé en regardant de très près l'inscription donnée à la synagogue de Lauterbourg par une famille. Et ça, on était dans les années 60-70, et elle nous l'a ramené donc l'année dernière au musée. Donc oui, on a des pièces. Maintenant, il faut faire attention, les pièces, les judaïka étaient très souvent, pour tout ce qui concerne les ménorotes, etc., des pièces très sérielles.
j'ai la même menorah que Jean Kahn, que Claude Bloch, etc. Et chacun croit avoir la seule. J'ai une lampe juive tout à fait spéciale que j'ai vue récemment chez un antiquaire. Donc c'était très souvent, pas la même, et, des pièces sérielles. Merci Jean-Pierre. Merci. Valérie, on va continuer. Le temps passe très vite. La principale synagogue qui a fonctionné au retour à Strasbourg, notamment en 1945, qui restait un petit peu la synagogue de la rue Kagenek, Oui. qui n'a pas été trop abîmée par les nazis parce qu'elle faisait partie d'un îlot d'immeubles, donc on ne pouvait pas trop y toucher structurellement. Donc c'est ça qui lui a permis de survivre. Alors que bien sûr, on a tous en tête les images de la synagogue du quai Kléber, qui a été brûlée et démontée quasiment. Et l'autre lieu où il y avait d'autres offices, c'était le mess des officiers de la place Broglie. Oui. Donc là aussi, les forces militaires, donc ce n'était pas vraiment une occupation à Strasbourg, mais il y avait quand même un gouvernement militaire à donner ces locaux pour que les Juifs puissent notamment faire des mariages. Alors, je ne les ai pas sous la main, mais j'ai des photos privées de mariages qui ont eu lieu là-bas. Et donc, ça, c'était pour le côté office et communautaire. Après, je me pose la question, je ne sais pas si le rabbin Eman avait des informations là-dessus, sur par exemple la remise du système de la cache-route, par exemple, qui a dû se remettre, je suppose, aussi au bout d'un moment en fonction. Ouais. Mais je voulais juste faire une petite précision concernant la photo de la synagogue d'Agno au moment de sa réinauguration. La personne qui parle, ce n'est pas le président Strauss, mais c'est le grand rabbin Jaïs de Paris, ancien rabbin de Agno dans les années 30, jusque dans les années 38. D'accord, ok. Merci. Voilà. Alors, petite précision pour la récupération des objets. Le grand rabbin Bloch, de mémoire bénie, a toujours raconté qu'il est allé dans les maisons de ses voisins à Bar pour chercher les objets qu'ils avaient eux-mêmes pris. Ils étaient très étonnés, bien sûr. On ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent. Mais le grand rabbin a raconté qu'il a tenu à les racheter, étant donné que même si ces gens l'avaient reçu ou l'avaient pris au séquestre, ils avaient payé quelque chose et ils considéraient que cette valeur ou cette somme devait leur être remboursée. D'accord. Toute petite question. Comment c'est qu'ils ont dû attendre finalement jusqu'à 59 pour réinaugurer la synagogue? Qu'est-ce qui a retardé autant? Ben ça, on va peut-être en parler. Oui. Alors, Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, moi je pense qu'on va laisser la parole. On garde les questions peut-être à tout le monde vers la fin. Merci. Okay. Voilà, et on va continuer. Claude, est-ce que je mets les photos? Oui. Oui. Alors, on va retourner. De cette période, à ma connaissance, il y a beaucoup de témoignages oraux surtout. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de témoignages écrits, officiels, du retour des Juifs en Alsace. Je ne pense pas qu'il y ait eu des articles qui ont été écrits ou des rapports de préfecture. C'est surtout des témoignages qui se transmettent dans la famille. Voilà. Bon, mais il y a quand même un certain nombre de témoignages dans les différents souvenirs qui ont été écrits par différentes personnes et en regroupant un peu grâce au bulletin de nos communautés, aux archives du Bas-Rhin et du Consistoire, on peut reconstituer quand même de manière schématique, mais somme toute un peu précise, le retour et la manière dont les choses se sont reconstruites après-guerre. Alors, je rappelle que Strasbourg avait perdu 4 de ses rabbins. Le grand rabbin René Hirschler, mort en déportation, le rabbin Robert Brunswick, qui était également déporté avec sa femme et sa belle-mère, Madame Meyer, le rabbin Yitzhak Rounes de la communauté d'Adat Israël, qui était mort de maladie à Lyon, et le rabbin Victor Marx, qui est mort d'une crise cardiaque à Périgueux.
Donc, il ne restait plus aucun des rabbins officiels en 1945 lorsqu'il s'agit de reconstruire la communauté. Ça, c'est une première remarque qu'il s'agit d'établir. Ce qui est intéressant lorsque l'on se penche sur les quelques années de retour, puisque je me suis penché sur les 5 premières années exclusivement. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de l'inauguration de la choule provisoire de la place Broglie, puisque on est déjà dans l'année 1950, et je me suis cantonné au début de ce retour pour voir la manière dont les choses se sont passées pendant ce laps de temps relativement bref, mais on va voir combien tout ce qui a été établi à ce moment-là a été important pour la suite. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les personnes qui ont été actives après-guerre, c'était des personnes qui étaient déjà actives avant-guerre et qui ont eu la chance de revenir et de ne pas être déportées. Il est un secret pour personne que les communautés de Limoges et de Périgueux ont été extrêmement actives pendant la guerre et qu'il n'y a pas un vide dans l'histoire des Juifs de Strasbourg et des Juifs d'Alsace de manière un peu plus générale. Il y a eu une histoire extrêmement riche, extrêmement féconde pendant ces 5 années d'absence de l'Alsace. Et donc, on peut parler bien sûr du grand rabbin d'Oesch, dont je parlerai beaucoup, et surtout de Monsieur Edouard Bing, par exemple. Edouard Bing, qui est né au début en 1898, qui se marie en 1938, mais qui, en 1938, fait déjà partie de la commission administrative de la communauté de Strasbourg. Et pendant la guerre, eh bien, il va être très actif avec Laure Veil, qui est la présidente des associations sociales juives à Périgueux, et avec Lucien Cronbach, le futur président du consistoire en 1945. Donc, toutes ces personnes vont être extrêmement actives pendant la période de la guerre et vont ramener avec elles leurs expériences et au service de la reconstruction. Je lis un passage célèbre qui a été cité souvent, qui relève de la plume d'Edouard Bing. Nous sommes arrivés à Strasbourg en rencontrant le néant absolu. Et donc, il fallait absolument tout reconstruire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, Strasbourg n'est hors de danger qu'en janvier 1945, puisqu'il y a eu une offensive allemande pour soulager le front des Ardennes au niveau du Rhin. Et donc, pendant toute l'année 1944, eh bien que Strasbourg ait été libéré une première fois le 23 novembre 1944, à la fin de l'année 1944, il y a eu une menace très forte qui a fait que les Juifs, de toute façon, ne pouvaient pas rentrer avant janvier 1945. Et donc, ce qui est particulier, c'est que Edouard Bing fait déjà un séjour au printemps 1945, en mars ou en avril 1945. C'est le premier à revenir à Strasbourg pour préparer son retour au mois de juin. Mais il est déjà présent et il voit un peu la situation telle qu'elle est. Et, dit-il, il s'agissait de parer au plus pressé, de doter la communauté des organes essentiels. À cet effet, l'administration partait du principe qu'aucune décision importante ne devait être prise à titre définitif, mais qu'il fallait pourvoir provisoirement à l'indispensable. C'est successivement que l'on a ainsi pu pourvoir aux besoins urgents de la communauté, rabbinat, ministre officiant, mise en état de la synagogue de la rue Cagneck, enseignement, office de la jeunesse, abattage, boucherie, restaurant rituel,
réparation du bain rituel, sans parler de nombreuses autres questions, et plus particulièrement de la mise en état successif des cimetières, de la mise sur pied complète de tout ce qui concerne les cas de décès, toilettes, mortuaires, office, deuil, etc. Tout ceci, c'est une citation du bulletin de nos communautés. Je voudrais, à cette occasion, dire tout le bien que je pense de l'article de Nicolas Logel qui est paru sur le site du Judaïsme d'Alsace et de Lorraine et qui reprend un certain nombre de ces éléments. Et alors, on parlait de Kashrut, et le 12 octobre 1945, Fanny Schwab, qui est la belle-sœur de Joseph Weil, président du consistoire, annonce qu'une cantine nommée le repas familial est mise en place au 26 rue Finkmat, destinée aux plus démunis, élèves, apprentis, salariés. Et je rajoute, cette cantine complète l'offre insuffisante qui existe déjà, comme nous le verrons. À titre d'exemple, le mikvé peut être réparé, mais il ne peut pas fonctionner, tout simplement parce qu'on n'a pas de carte de charbon et qu'on ne peut pas chauffer l'eau. Donc, il n'est chauffé que 2 fois par semaine et donc il n'est utilisable que 2 fois par semaine. Au niveau, petite anecdote, le merkaz de la rue Oberlin, l'immeuble de la rue Oberlin, le 29 de la rue Oberlin, eh bien, abrite les bureaux communautaires, mais n'a pas le téléphone avant décembre 46. Donc, les choses se remettent très lentement en route. Les premiers offices ont lieu dans l'immeuble de la communauté Etzraïm, non pas dans la synagogue, qui, malgré le fait qu'elle n'a pas été détruite, a quand même été saccagée, dont on met au premier étage, dans la salle d'études, et comme le dit Edward Bing, lorsque dans cette salle, encore tout improvisée, garnie d'une dizaine d'hommes venus de tous les coins de la France, la voix du ministre officiant volontaire se leva, un sentiment tout nouveau s'empara de nous, le sentiment de renouer avec le passé, d'en finir avec les migrations de tous les jours. C'est cette heureuse initiative qui a fait faire le premier pas à la reprise de la vie religieuse de notre communauté. Fin de citation. Le grand rabbin Deutsch revient également assez rapidement en Alsace et donc il suit de très près, durant l'été 45, il suit de très près le président provisoire Bing. Les rabbins Armand Bloch et Joseph Bloch pour Sabern et Agno sont déjà sur place. Les rabbins Edmond Veil et Max Guggenheim sont attendus, respectivement à Benfeld et à Buxwiller. Et le rabbin Deutsch, dans un rapport du 31 décembre 1945, donc entre le mois de juin ou juillet où il arrive et le mois de décembre, il a déjà quadrillé le secteur. Les membres inscrits à la communauté Strasbourg sont au nombre de 600. Plus de la moitié sont arrivés durant les derniers mois de l'année. Le Talmud Torah fonctionne au 29 rue Berlin avec 140 élèves. Les EIF comptent également près de 150 jeunes. Toujours rue Berlin, un restaurant rituel a été ouvert qui s'ajoute déjà aux 2 existants du fait que la cantine rue Finkmat est destinée aux assistés et que le deuxième rue de la Grange est trop exigu. Voilà. Mais, somme toute, on attend toujours le grand rabbin Hirschler. Il a été vu par d'autres déportés et on ne sait pas exactement s'il est décédé ou non. Grâce à divers témoignages, aujourd'hui on sait qu'il est mort lors de la marche de la mort, lors de l'évacuation des camps. Mais à l'époque, on ne sait pas, en 1945, on ne sait pas ce qui
lui est arrivé exactement. Mais le 28 avril 1946, il faut bien marquer les choses, une cérémonie imposante est célébrée à sa mémoire dans la salle de l'Aubette. Et une fois l'hommage rendu à son chef spirituel, le consistoire et la communauté peuvent envisager de trouver un successeur au grand rabbin Hirschler. Pendant ce temps, ce qui est intéressant, c'est qu'un grand nombre de personnes sont décédées ailleurs qu'à Strasbourg et en Alsace. Et pendant toute cette période, au moins 2 ans, eh bien, on va procéder aux réanimations en Alsace des personnes qui sont mortes au loin. Et donc, il y a par semaine 4 ou 5 cérémonies de réanimation, toujours présidées par le rabbin Deutsch. Plusieurs monuments aux déportés sont érigés durant cette période. Bischwiller, Ettendorf, Momenheim, Wolfisheim, Haguenau, Sarre-Union. Je ne cite que les communautés du Nord que je connais mieux. Dans cet esprit, le consistoire obtient en avril 1948 un certain nombre de coffrets contenant des cendres des suppliciés venant d'Auschwitz. Ces derniers sont destinés à être enfouis dans les 10 monuments et une célébration est organisée à la remise officielle de ces coffrets. Néanmoins, si nous parlons des cimetières, rappelons qu'en mai 1950, les cimetières de Bischheim, Brumat, Adat Israël sont profanés. Le consistoire porte plainte et demande une entrevue au préfet. Voilà. Alors, il y a un petit pan de l'histoire des Juifs de Strasbourg que je rappellerai. Alors, Yoav, si je suis trop long, tu me coupes et tu me dis quand ça suffit, quand le public est saturé. Strasbourg va accueillir 200 jeunes originaires d'Europe de l'Est, totalement démunis, en transit pour la Palestine. Ils ont été pour la plupart sauvés par des Polonais généreux et particulièrement courageux. Je rappelle que le plus grand nombre de justes qui ont trouvé une plaque de commémoration à Jérusalem sont des Polonais. Parce qu'effectivement, nombre de Polonais ont sauvé des enfants juifs. Les jeunes sont hébergés à la fois dans ce qui fut l'orphelinat israélite de jeunes filles rue Sélénique et qui n'a pas encore ouvert ses portes, et dans les locaux de la colonie de vacances à Schirmeck. Ce sera la rue Sélénique pour les plus âgés, 13 à 16 ans, et Schirmeck pour les plus jeunes, 10 à 13 ans. Résolument sioniste, cette entreprise fait partie des initiatives prises en faveur d'enfants juifs polonais par le mouvement Mizrahi sous l'autorité du grand rabbin de Palestine d'alors, Yitzhak Herzog. C'est dans le cadre du Children Rescue Vadat Salah, dirigé à Paris entre autres par Sam Lé, accueil est mis en place. Avec le rabbin Deutsch, c'est Henri Bloch, un des fils du rabbin Armand Bloch de Saverne, membre actif de la communauté de la rue Cagneck, qui en est la cheville ouvrière. Et je crois qu'il faudrait rendre hommage à Henri Bloch, qui, quand j'étais jeune, je suis toujours, mais quand j'étais plus jeune, était déjà un vieux monsieur, mais extrêmement respecté pour tout ce qu'il avait réalisé pendant la guerre. Et ce n'est pas une petite chose qu'il a réalisée, puisque je vous lis la note que j'ai rédigée qui le concerne, et je voudrais remercier Claude Bloch qui m'a donné les renseignements concernant son beau-père. Donc, Henri Bloch est un ancien combattant de la guerre de 14 et il dirige déjà avant-guerre la compagnie alsacienne d'appareillage électrique à Eunheim, près de Strasbourg. Il fait partie des dirigeants de cette communauté d'Alsaciens de Limoges et de Périgueux, regroupés autour du grand rabbin René Hirschler et du rabbin Abraham Deutsch,
et s'y montre très actif. Henri Bloch, en chef d'entreprise avisé, transporte son entreprise à Alger en 1942, juste au dernier moment. Et il obtient aussi pour son père, déjà âgé, il a plus de 80 ans, le rabbin Armand Bloch, le poste de rabbin des réfugiés alsaciens lorrains à Alger, ayant fui la métropole. On se demande comment était-ce possible. Mais en fait, malgré l'administration de Vichy, c'était possible. Après la guerre, il contribue de façon significative à la reconstruction de la communauté Etzraïm et travaille avec Maître Bing au rétablissement des offices religieux à la rue Cagnek. Henri Bloch est nommé Chaver, titre honorifique accordé à une personne pieuse et particulièrement méritante, par le grand rabbin Deutsch en 1964. Je cite le document qui dit « Son dévouement exceptionnel à la chose publique juive, tant pendant la guerre que lors de la grande reconstruction, lui ont acquis des titres dont le présent diplôme n'est qu'une faible expression de la gratitude de sa communauté. » Fin de citation. Donc, il va y avoir 200 jeunes polonais qui vont passer pratiquement un an à Strasbourg, en partie rue Sélénique et en partie à Schirmeck. Et je cite la lettre du médecin responsable du Vada Hatzala qui dit à la directrice, Madame Alexandre, « Ces dernières semaines, je fus souvent appelé la nuit auprès d'enfants malades pour cause de diverses crises nerveuses, comme des palpitations cardiaques ou des crises d'hystérie. Et pour permettre à ces jeunes de retrouver leur forme avant leur arrivée en Palestine, il faut tenir compte du stress post-traumatique de ces enfants qui ont perdu leurs proches et leurs parents de faim et de froid. Ces enfants étant victimes d'un épuisement nerveux, le médecin demande que l'instruction n'ait lieu que le matin et ne dure pas plus de 5 heures, et l'après-midi doit rester libre afin de préparer les leçons du lendemain et doit durer 2 à 3 heures. L'enfant ne doit pas être occupé plus de 8 heures par jour. Le sommeil des plus jeunes doit être bien protégé. Voyez la situation de ces enfants. Une yeshiva ktana, une petite école d'études juives intensives, comptant une vingtaine d'élèves, fonctionne également sous la direction de Meir Weisblum dans le bâtiment de la rue Sélénique. Certains adolescents se forment à des carrières professionnelles alors qui a repris ses activités. Pour les filles, on met sur pied un groupe de formation sanitaire. En retour, les enfants tiennent à accueillir les membres de la communauté qui les hébergent au cours de diverses manifestations festives, des pièces de théâtre, etc. Et donc, pendant pratiquement jusqu'en décembre 1947, eh bien, cette maison va fonctionner. Depuis 1946, eh bien, cette maison va fonctionner jusqu'au départ des enfants en Eretz Israël, encore avant la déclaration de l'indépendance. Autre maison ouverte, c'est celle que le rabbin Deutsch fonde en mars 1946, la maison d'enfants des déportés, installée dans la villa du 42 avenue de la Forêt-Noire, dans une belle maison de maître ayant appartenu au docteur Robert Lévy-Dreyfus, un des dirigeants du mouvement sioniste à Strasbourg dans l'entre-deux-guerres. Destinée aux enfants revenus de déportation, aux enfants de parents déportés qui sont susceptibles de retrouver à Strasbourg un havre de paix. Et cette maison sera appelée plus tard œuvre d'enfants de déportés. Et donc, il s'agit de permettre à ces jeunes d'entreprendre ou de poursuivre leurs études dans les différents établissements de la ville ou l'école Hort, qui ouvrira quelques mois plus tard elle aussi. Alfred Blum, ami de jeunesse du rabbin Deutsch à Mulhouse, en est le directeur. Mais cette institution accueille également les jeunes de la campagne qui font leurs études à Strasbourg et qui, s'ils n'y sont pas hébergés en continu, auront la possibilité de prendre leur repas. La restauration du foyer Blum aura plus tard le statut de restaurant universitaire jusque dans les années 60. Son fondateur veut certes aider les orphelins et autres jeunes en difficulté du fait de la guerre, mais également peut-être fixer à Strasbourg un certain nombre de jeunes juifs religieux destinés à enrichir la communauté et à apporter du sang neuf. Plus tard, c'est dans les locaux de l'avenue de la Forêt-Noire que l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, établit ses quartiers. Donc,
qui c'est qui est nommé président du consistoire? C'est Lucien Cronbach. Lucien Cronbach, qui a été président de la communauté de Périgueux pendant toute la guerre. Je ne peux pas m'attarder sur toutes les personnalités, je le regrette, mais il y a un certain nombre de personnalités tout à fait remarquables qui devraient être citées. Les premières élections ont lieu en mars 1946, donc relativement tôt. Mars 1946, les gens ne sont revenus qu'au courant de l'été 1945. Mais à liste unique, tout le monde est élu, tous les gens qui se présentent sont, on dirait, plébiscités, des gens actifs qui vont continuer jusqu'en 1950 à travailler au service de la communauté sous la présidence toujours d'Edouard Bing pour la communauté, Lucien Cronbach pour le consistoire. Le consistoire n'ayant que de maigres rentrées, on se préoccupe de vendre des synagogues ou des propriétés inoccupées comme Odratzheim, Dauendorf, Ostuz, Neuvillers-les-Savens, Ringendorf, Scharabergheim, Niederrodern. Il faut aussi rassembler les objets de culte des communautés disparues, en faire l'inventaire et les redistribuer. Un Sefer Torah arrive des États-Unis grâce à la RIF, dirigée par Raymond Baumann et Raymond Weil en avril 1946. Donc le grand rabbin Deutsch est choisi en 1947 et il est solennellement installé en juillet 1947. Et le docteur Joseph Bell, qui est donc en famille avec lui, mais ils se connaissent bien, dit quand même que sa figure dominait toute la vie religieuse de la Basse-Alsace, élancé vif, leste dans ses gestes, la démarche nerveuse, l'aspect juvénile, en dépit de sa barbe encadrant son visage, sa piété était profonde. Bref, grâce à toute son action à Limoges, particulièrement au Psil, où il aura formé pendant 4 ans l'ensemble des cadres qui vont prendre en main les communautés ou les institutions juives françaises pendant les 10 premières années suivant la guerre, et bien fort de ce palmarès, le grand rabbin Deutsch sera nommé donc grand rabbin du Bas-Rhin. Mais la frange traditionnelle des Juifs strasbourgeois, représentée par Charles Ernich et Edgar Roth, et même Félix Lévy, s'inquiète de l'éventualité d'une telle nomination, le grand rabbin étant trop orthodoxe. Pour calmer leurs appréhensions, le rabbin Deutsch doit accepter sans plaisir de porter la soutane d'une part et la présence d'un orgue dans la future synagogue d'autre part. Il faut rappeler que pour les rabbins formés dans l'esprit de la néo-orthodoxie allemande, la seule présence d'un tel instrument, bien qu'il ne jouât pas le Shabbat, posait problème. Donc, le grand rabbin Deutsch est nommé et il va réformer en profondeur l'enseignement dans tout le département. La sœur du grand rabbin Warschawski, Claire Rosenblut, est chargée de cet enseignement avec Marcel Tannenbaum du mouvement Yeshurun, et on voit apparaître sur la scène barinoise le futur grand rabbin Roger Cahen et un certain nombre de rabbins administrateurs, non pas rabbins en titre, mais des rabbins administrateurs sont nommés. Roger Cahen occupe le poste de Bischwiller, Samuel Welch, qui n'est pas rabbin, est nommé à Brumat, et Jacquelin, qui n'a que 20 ans, pour le secteur de Wissembourg. À titre d'exemple, la nomination de Samuel Welch, fort pieux au demeurant, ne plaît pas du tout aux Juifs brumatois jaloux de leur liberté, car la synagogue fonctionne sur la vénérable autorité du Chazan Henri Weil, qui accepte mal de se voir imposer un responsable aussi jeune. Mais malgré tout, le grand rabbin Deutsch veut reprendre en main l'enseignement dans les communautés et veut essayer de redynamiser tout ce secteur. Mais nous touchons là à un paradoxe. Ces communautés revenues exsangues après-guerre se retrouvent souvent sans les forces nécessaires pour assurer
de façon régulière le minyan. Si les choses vont de soi avant 40, même dans les petits bourgs, c'est qu'il y a souvent des messieurs âgés, traditionnellement plus concernés, qui font un point d'honneur d'être présents aux offices. Il n'en est plus de même à la veille des années 50. L'absence des anciens souvent décédés pendant l'exil, s'ajoutant aux brèches de la déportation, rend la situation beaucoup plus complexe. À part quelques exceptions notoires, la jeunesse a d'autres préoccupations. Et même si les rescapés réclament à chorégraphier un chantre ou un rabbin, en réalité, nombre de ces petites communautés ne se relèveront plus vraiment. Il y a des problèmes institutionnels, par exemple, l'affiliation de Adat Israël à la grande communauté. Avant-guerre, Adat Israël faisait partie de la grande communauté. Au retour, les choses sont plus complexes donc il va falloir d'énormes tractations qui vont durer 5 ans jusqu'à ce que Adat Israël fasse véritablement partie de la grande communauté. Je passe rapidement sur d'autres anecdotes, mais enfin c'est quand même important de rappeler que André Neher est nommé rabbin par un collège de rabbins alsaciens, Armand Bloch, Joseph Bloch et Émile Schwartz. Et en fait, c'était pour permettre à André Neher de concourir à la direction du séminaire israélite de France à Paris, poste pour lequel il ne sera pas choisi. C'est le grand rabbin Chili qui sera choisi. Mais je pense que les rabbins alsaciens ont déjà perçu la force du message d'André Neher et sa capacité à mobiliser la jeunesse et les esprits, et donc lui donne en quelque sorte l'imprimature rabbinique pour qu'il puisse enseigner ce qu'il fera jusque dans les années 80. Alors, je peux m'arrêter? Oui, il faudra il faut qu'on garde le temps un peu pour les questions. Et, ok, voilà. Merci énormément. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques à poser soit à Valérie, soit à Rabbin Ayman, soit à Nicolas. Donc, moi, ce que je retiens de l'intervention du rabbin Ayman, c'est que même très meurtri, même encore presque en morceaux, la communauté de Strasbourg accueille des réfugiés juifs polonais, eux-mêmes dévastés, sur leur chemin vers l'Alia. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a un esprit communautaire quand même très fort qui se met en place. Voilà. Bon, c'est toujours la même chose. Ce sont toujours les membres les plus actifs qui sont à l'initiative des entreprises les plus hardies. On ne peut pas dire que c'est l'ensemble de la communauté qui les a accueillis, mais les institutions ont beaucoup coopéré. Le comité de la colonie de vacances de Schirmeck ont mis à disposition leurs locaux en faisant les travaux. Et le comité de l'orphelinat également a pu mettre à disposition ces locaux. Donc, il y a une collaboration des institutions, mais il faut reconnaître que le gros de la communauté était préoccupé par simplement retrouver un gagne-pain, comme vous l'avez dit, avec toutes les difficultés du quotidien. Et ce n'était que les personnes qui avaient pu revenir dans une, pas dire dans l'aisance, mais avec une certaine capacité de répondants qui ont pu véritablement prendre ces initiatives et les porter. Ce n'était pas simple, même dans leur situation. Je me pose aussi la question du retour des bâtiments comme l'Hort et le foyer Lorvel qui ont été justement pris en main par les forces nazies pendant la guerre et donc qui ont dû être remis, j'imagine, à la fin de l'année 44 ou début 45, nouveau à l'embryon de communauté qui devait exister. Je sais que Mme Rivlin a aussi fait un travail là-dessus. Voilà. Alors, Lorvel se voit remettre les clés du home en mars 46.
donc relativement tard. Et les violettes n'ouvrent qu'en mars 49. Donc, pas tout de suite. Mais tout se fait dans le cadre de ces 5 années entre 45 et 50, effectivement. Alors, en 1950, la communauté est sur les rails, telle qu'elle était à peu près avant-guerre. Alors, pour reposer ma question de tout à l'heure, j'ai eu un coup de téléphone entre-temps, donc je ne sais pas si ça a été répondu. Mais du coup, pourquoi avoir attendu jusqu'à 59 pour la réinauguration de la synagogue de Haguenau? Moi, je pense que comme elle fonctionnait déjà régulièrement en 47, qu'elle a été restaurée en grande partie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait encore tous ses murs. Après, elle a été spoliée de tout le matériel, mais je veux dire, l'immeuble en soi était un peu endommagé par des bombardements, mais il tenait. Et donc, comme il a été restauré assez rapidement, et comme il y a d'autres communautés qui avaient des temples qui étaient peut-être un peu plus endommagés, et notamment à Strasbourg, où il fallait totalement reconstruire un temple, je pense que comme la synagogue fonctionnait, ils ont attendu d'avoir peut-être de restaurer les synagogues qui étaient le plus en besoin et d'en construire d'autres justement avant de réinaugurer celle d'Haguenau. Ok, ouais, merci. Ouais, forcément, c'était pas leur priorité absolue. Merci. Oui, Rabbin Ayman. Oui, je vais juste préciser, Nicolas, que effectivement, les offices pouvaient continuer, ont tout de suite redémarré après-guerre, parce que la synagogue avait servi d'entrepôt pour des papiers municipaux et pour des planeurs. Également, le club de planeurs de Haguenau avait entreposé ses avions dedans, ce qui fait que les murs étaient encore entièrement parfaits. Il manquait les bancs, il manquait tout le mobilier, et ça, ce n'était pas trop grave. La mairie a fourni des chaises et les gens se sont débrouillés. Seulement, il n'y avait pas de chauffage, ou en tout cas plus de chauffage. L'orgue était abîmé. Il y avait quand même, ce n'était pas une synagogue en état de marche, mais pendant les travaux, il a fallu faire des devis, il fallait obtenir les dommages de guerre. Dommagement, oui. Il fallait, et cela, ça a pris un certain nombre d'années jusqu'à ce que les devis soient faits. Il fallait présenter des devis. Lorsque on a affaire à des administrations, les choses ne vont pas très vite. Et comme là, et pendant les travaux, eh bien, on a des photos. D'ailleurs, Nicolas, vous pouvez les retrouver. Il y a eu office dans la salle de houblon, qui est l'endroit où se tient le marché, mais il y a deux salles de chaque côté. Dans une des salles, eh bien, il y avait l'office qui a fonctionné pendant les travaux qui ont duré longtemps. Et là aussi, on allait beaucoup plus lentement au niveau des travaux, ce qui fait qu'elle n'a pu être réinaugurée qu'en 1949. Oui, c'est vrai qu'il y a les papiers du MRU aux archives du consistoire et départemental où il y a tous les devis qui sont présents et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que bon, après, le MRU a eu. C'est pareil pour l'OBIP, il y a beaucoup de gens qui ont eu des dédommagements très tard avec la demande de dossiers assez importante. Ça a mis forcément du temps et je pense que c'est effectivement, comme vous le dites, pareil pour les synagogues en général. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, bonjour, moi je voudrais juste parler avec Rav Claude Eman. Je suis un ancien enfant de la maison d'enfants Les Cigognes de Haguenau. Oui. Et j'étais là-bas de 82 à 87. Enfin, ils ont fait un travail fabuleux. C'était le directeur et la directrice, monsieur et madame Uzada, et même vous-même aussi, Rav Claude Eman. Et je voudrais savoir ce qu'elle est devenue cette maison, si elle a duré ou non. On avait fait, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, le concours de Mishnayot en 83-84 à Colmar, avec moi et Michel Cross sur la Mishnah Souka. Voilà. Ah oui. Eh bien, le temps passe. Oui, eh bien, la maison a été vendue et parce que la maison a fermé pour diverses raisons. Et donc, par contre,
l'institution, les cigognes existe toujours. Et donc, elle fait fonctionner un lieu d'accueil d'enfants en difficulté à Strasbourg qui s'appelle Relais J, où il y a une des anciennes monitrices qui s'appelle Madame Elbez qui y travaille. Et nous travaillons également avec une institution en Israël qui fait le même travail que les cigognes, qui s'appelle Negba, dont je fais partie du conseil d'administration. Et donc, l'œuvre continue à faire son travail. Vous savez que M. Créange nous a quittés. Oui, j'ai appris ça. Et c'est sa fille Nathalie qui a repris la direction de... Voilà. Merci beaucoup. Merci. Valérie, tu as quelque chose à ajouter? Avec plaisir. Moi, ce que je garde surtout de ces commentaires, c'est que même si la population alsacienne a pu avoir une attitude qu'on pourrait qualifier d'ambivalente, parce que je pense que c'est très difficile à qualifier plus précisément et surtout généralement, la communauté juive a trouvé l'essor en elle-même de se reconstruire sur des bases peut-être différentes de celles des années 30, mais des bases qui ont servi de modèle à la France entière et qui ont permis à la communauté de Strasbourg de se développer et d'accueillir d'autres juifs qui ont été chassés à leur tour d'ailleurs. Merci. Voilà. C'est général. Merci. Alors, je pense qu'on doit terminer là. On a dépassé un peu le temps. Je vous montre le prochain épisode de notre émission. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui. Voilà. Alors, c'est lundi à 14h comme toujours, avec Jean-Pierre Lambert sur la synagogue de Rouffach. Voilà. Et je vous merci beaucoup, Rabbi Ayman. Nicolas, merci. Valérie, et à vous tous, merci beaucoup. Et Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Et à très, très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.